bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. Comme à l'habitude, à chaque mois, nous abordons différents sujets liés aux entreprises, liés aux besoins des entreprises et on fait le lien entre différentes expertises et celle de l'excellence opérationnelle. Ce mois-ci, on vous présente peut-être une approche un petit peu différente. Vous allez voir, nos questions ne seront pas les mêmes. On a pensé qu'avec la situation actuelle du marché canadien, avec les impacts actuels que nous vivons sur les enjeux politiques internationaux et nord-américains, j'ai pensé que c'était peut-être pertinent aujourd'hui de vous présenter un épisode qui soit un peu différent. Alors, nous allons aborder aujourd'hui des idées concrètes, des approches concrètes que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui dans vos organisations pour vous aider à pivoter, à faire face à toute cette incertitude que l'on voit aujourd'hui. Et pour le faire, je reçois Caroline et Anne de la firme The Pillars, qui sont des expertes en transformation organisationnelle. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi ce matin ou ce midi. Avant d'aller plus loin, je vais inviter les gens qui nous écoutent en ligne sur LinkedIn de marquer vos commentaires dans le chat. Nous tenterons de répondre à vos questions au fur et à mesure que vous les mettez dans le chat. Vous pouvez aussi nous dire bonjour ou nous dire de quel endroit vous nous écoutez, mais utilisez le chat pour communiquer avec nous. Comme ça, on peut intégrer vos questions et vos commentaires dans même notre conversation. Alors, Caroline, Anne, en premier, comme à l'habitude, la première question que je pose à tous, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la transformation dans les organisations? Bonne question. Très bonne question. Pour moi, ça a débuté il y a plusieurs années passées où je trouvais que dans les organisations, il manquait quelque chose. C'était, je vais appeler ça de la vieille façon de gérer. Les 3 personnes au sommet dictaient qu'est-ce qui se passait pour toute l'organisation, peu importe le nombre d'employés. Alors, je trouvais qu'il y avait une meilleure façon de faire. Ça prenait un changement de la vieille façon de voir les choses. Alors, je me suis intéressée au niveau de le développement organisationnel, changement, transformation, et Caroline et moi, nous avons fusionné nos pratiques pour justement exploser cette pensée-là. Et je vais laisser Caroline continuer l'histoire. Alors, pour moi, c'est aussi le fait que les transformations organisationnelles, comme on les connaissait, étaient très, je peux dire, linéaires, pas centrées humain. Alors, on voyait que souvent, les transformations n'aboutissaient pas à leur fin. Il y avait des gros manques, si on veut le dire comme ça. Et je me suis toujours dit, il y a une façon meilleure de s'approprier le changement et la transformation. Alors, nous, je pense qu'on amène une approche un peu différente. C'est ça qui nous allume, qui m'allume beaucoup. Et c'est de changer un peu la pensée qui est existante dans le monde de la transformation. On se rejoint beaucoup. Moi aussi, comme je travaille l'excellence opérationnelle, je travaille la transformation des organisations. Nos approches sont très complémentaires et très multisectorielles aussi. Donc, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir cette conversation-là. Bonjour, Marsha. Merci d'être là avec nous. Encore une fois, je vous invite à marquer vos commentaires et vos questions sur le chat pour qu'on puisse les adresser. Normalement, je pars dans une définition opérationnelle de c'est quoi la transformation, pourquoi c'est nécessaire. Aujourd'hui, je veux sauter vraiment dans le concret le plus rapidement possible. Je pense que toutes les organisations au Canada en ont besoin aujourd'hui. On a besoin d'être capable de se retourner rapidement. On a parlé, en fait, quand on préparait l'épisode, on se disait que ça nous faisait penser au début de la COVID, le monde VICA, dans lequel on était au début de la pandémie, semble être revenu en pleine force en ce moment. Donc, je voudrais sauter avec vous directement dans des actions concrètes que les organisations peuvent prendre. Oui, le thème de notre appel aujourd'hui, c'est vraiment les valeurs et les actions. Je pense qu'on a beaucoup déjà en place dans les organisations pour piger sur les valeurs et les actions que l'on fait et nos processus aussi pour nous aider à pivoter dans cette situation ici. Mais si je vous demande à vous, quelle est la première chose, quelle est la première approche ou la première action que vous recommanderiez aux entreprises aujourd'hui, ça serait quoi?
Intéressant parce que justement, on parlait du terme VICA et c'est un terme qui existe depuis beaucoup d'années, qui nous a beaucoup aidé dans tout ce qui est un monde volatile et très chaotique. Mais là, depuis 2020, il y a un futuriste qui s'appelle Jaime Castillo qui a dit que le monde aujourd'hui n'est plus VICA. En anglais, c'est banni. En français, on va dire Fanny, qui nous explique que ça a changé vers un monde qui est très fragile, qui est plein d'anxiété, qui est vraiment non linéaire et incompréhensible. OK, alors, ça semble un peu à VICA, mais la grande différence, c'est qu'ici, il nous dit que c'est des approches VICA étaient un peu structurées, puis on pouvait dire si on fait un tel ou on approche les choses de cette façon, on va être capable de reprendre cette incertitude. Mais dans le monde Fanny, il dit que c'est vraiment plus centré l'humain qui doit être elle ou lui-même adaptif et capable de gérer dans le chaos. Alors là, ça revient plus au niveau que l'être humain, le leader, est-ce qu'on est capable de nous-mêmes être un peu plus résilients, adaptifs, ouverts à la co-création? Parce que dans un monde Fanny, il n'y a pas une réponse qui va se poser ou se présenter et c'est pas, tu sais, Anne disait que dans l'ancien temps, on avait vraiment les leaders en haut, qu'eux, ils possédaient les réponses. Dans ce monde aussi, aujourd'hui, impossible. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui possède les réponses. Exactement, exactement. Mais il vaut mieux de mettre plein de têtes ensemble pour vraiment miser sur l'intelligence collective que de penser que les réponses se trouvent même dans le niveau C-suite. Pas possible. En fait, c'est là où c'est intéressant. Puis normalement, j'attends la fin de l'épisode pour faire les liens avec l'excellence opérationnelle, mais aujourd'hui, c'est pas un épisode normal, donc on va y aller différemment. Mais en fait, je pense que c'est là aussi où l'excellence opérationnelle rejoint ce besoin de concevoir le monde de la manière Fanny. Parce que dans l'excellence opérationnelle, on forme tous les employés pour être capables d'identifier des problématiques au quotidien, d'identifier les enjeux, d'identifier les risques, mais à travailler ensemble pour trouver des solutions quand on ne connaît pas la solution. Donc, l'excellence opérationnelle pourrait nous aider à être encore plus puissants dans ce monde Fanny parce qu'on n'a plus seulement une personne ou deux personnes ou un niveau organisationnel qui doivent trouver des solutions, mais sinon qu'on vient de créer, puis excusez-moi l'expression, mais on vient de créer une armée de gens dans l'organisation qui sont en mesure d'identifier les risques, les problèmes, de travailler ensemble pour trouver des solutions et de trouver des réponses à certains des enjeux que l'on croise aujourd'hui. Donc, le lien entre les deux, pour moi, il est très important. J'abonne à ta pensée directement, là, Véronique, parce que c'est vraiment cette adaptation-là. On amène plus de personnes autour de la table, et de un. Et c'est quoi les différentes idées? Et d'avoir ce confort-là, la psychologie au niveau de est-ce que si je me prononce, c'est pas une bonne idée, on va pas m'écouter? Non, au contraire, on veut les différentes idées. Ça peut être des bonnes idées, peut-être des moins bonnes idées, mais d'avoir ce confort-là dans votre équipe, dans l'organisation, que de pas avoir un succès dans mon idée, au moins, on l'a mis de côté, on va commencer à en trouver d'autres. Alors que c'est la puissance d'adapter à la situation présentement, parce que, comme tu l'as dit à l'ouverture de ce podcast, on ne peut pas rien prédire dans le moment. Alors, comment on va s'adapter? Il n'y a pas un chemin, il y en a peut-être 4. Alors, de s'adapter, oups, celui-là n'a pas fonctionné, on pourrait peut-être essayer celui-là. Puis pas d'attendre d'avoir toute le data, parce que là, c'est trop tard. C'est vraiment d'être capable et les leaders d'avoir cette ouverture-là, d'inviter plusieurs personnes autour de la table, tout le monde idéalement, et aussi de les gens à s'adapter à « Ah, ils veulent entendre mon idée. Ah, regarde, moi, je vois ça de tous les jours, je peux apporter quelque chose de bien à la conversation. » Alors, cette
cette capacité-là d'adapter, je crois que c'est une des compétences qu'on doit avoir dans toutes les organisations. En fait, ça fait le lien aussi avec, on parle de valeurs et d'action. Si on est dans une organisation qui a comme valeur la transparence, la participation des équipes, l'esprit d'équipe, miser sur ces valeurs-là, miser sur l'intégrité, sur la participation, la collaboration, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin. Donc, comment on transpose ces valeurs-là en action? Bien, c'est en faisant justement peut-être des town halls ou en faisant des plus petites rencontres pour être capable d'aller chercher le son de cloche de différentes personnes, de différents paliers de l'organisation. Pas toujours la tête dirigeante qui prend toutes ces décisions, mais impliquons les gens d'un peu partout dans l'organisation pour aller chercher des idées que peut-être on n'a pas pensé parce qu'on est un peu trop éloigné des opérations ou peut-être parce qu'on est tellement près des opérations qu'on ne pense pas à des visions plus larges, mais en mettant le tout ensemble et en misant sur ces valeurs-là et ces actions-là, je pense que c'est ça qui va nous permettre une plus grande adaptabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et je dirais que même la façon dont on arrive à nos valeurs doit changer. Parce que, encore une fois, dans l'ancien temps, je vais le dire comme ça, c'était un groupe select qui va décider les valeurs de l'entreprise et qui vont faire comme un top-down ou une diffusion. OK? Ouais. Puis là, c'est plus vraiment la façon de dire qu'on va être adaptif. C'est que si vraiment on veut des valeurs qui vont être adoptées, adhérées et vraiment vécues dans l'organisation, ça veut dire que même dès le départ, il faut inclure le monde dans la description de ces valeurs-là. Alors, même là, c'est une pensée différente. Alors, nous, quand on rentre dans des mandats où il y a de la création des valeurs, c'est ça. Tout de suite, on dit à nos clients, est-ce que vous êtes ouvert à une approche collective? Puis la plupart, de plus en plus, oui. Parce qu'ils ont vécu des situations où que les valeurs, ou que c'était juste des valeurs qu'on met sur des sites web qui ne sont pas vécues, ou si même ils essayent de les mettre en opération, il y a beaucoup de résistance. Et on sait, un des gros prémices dans le changement, c'est que si vraiment on veut aller vite, il faut inclure le monde. Ça s'adopte aussi dans la création des valeurs. Alors, quand on dit qu'on veut que tout le monde soit sur le bateau, dans le bateau, bien, ça veut dire qu'on les a impliqués. Alors, même la création des valeurs, ça prend une approche un peu différente. Et là, si moi, je co-crée, ça veut dire que je vais m'impliquer parce que je me sens plus connectée à ces valeurs-là. Alors, les valeurs, c'est sûr, c'est la façon dont on va ancrer les points de décision, la façon dont on fait les choses. Mais le plus qu'on implique, le mieux que ça va aller au niveau de, pas juste des valeurs qui sont écrites à quelque part, mais qui sont vraiment vécues. Oui. Je pense que cette adaptabilité-là aussi, ça mène jusque dans les processus organisationnels. Exact. Oui, il y a des processus qui, surtout dans le manufacturier, il y a des processus, puis dans certaines industries encore plus, mais il y a des processus qui doivent être très rigides parce qu'on doit livrer une certaine qualité, parce qu'on doit faire les choses d'une certaine manière. Donc, ceux-là, ils doivent absolument être rigides. Mais quand on est en train de travailler des processus, on est en relation avec le client ou on est en relation avec nos collègues à l'interne, comment est-ce qu'on peut être plus adaptable, plus flexible, plus rapide dans nos exécutions? Et ça passe aussi par la délégation des pouvoirs. L'exemple que je donne toujours, si on dit qu'on est une entreprise agile puis qu'on donne le droit à nos employés de prendre des décisions, est-ce qu'on a donné le droit à nos employés au service à la clientèle de dire, quand ils sont au téléphone avec un client, de dire oui, je comprends, vous n'êtes pas heureux, je peux m'occuper de gérer cette note de crédit-là pour vous, jusqu'à un total de peut-être, je ne sais pas moi, 1 000 500 une certaine valeur que la personne a l'autorité de gérer et qu'elle peut faire en sorte que la boucle avec le client se ferme plus rapidement. Si on dit qu'on est agile et qu'on est flexible, mais toutes les demandes comme ça doivent passer par un processus d'approbation. On vient d'enlever l'agilité, on vient d'enlever la flexibilité. Et le client, ça veut dire qu'il va devoir attendre plusieurs interactions potentiellement pour avoir une résolution. Donc, l'adaptabilité s'applique aussi au processus, pas seulement aux valeurs, pas seulement aux actions que l'on prend et certainement pas seulement dans la vision qu'on a aujourd'hui du monde.
Alors, premier point, c'était de reconnaître qu'on est dans un monde Fanny et non plus maintenant dans un monde VUCA ou VICA. Là, on est dans plein d'acronymes. Désolé, on les rentrera après dans le chat pour pouvoir les définir. Quelle deuxième approche vous pourriez recommander aujourd'hui que les entreprises peuvent mettre en place? Est-ce qu'on parle toujours au niveau de la fragilité? Est-ce qu'on peut sauter au niveau de l'anxiété? Si j'arrive dans le monde, juste d'écouter les nouvelles, que ce soit peu importe par quels médias sociaux, je ne sais pas pour vous, mesdames, mais moi, j'écoute des fois, je dis, oh non, next, parce que je deviens hors de moi de qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est incompréhensible, mais en même temps, je m'énerve, là. Là, je m'énerve. Puis comment est-ce que, comme individu, je peux dire, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas continuer dans ce niveau-là de cortisol puis d'anxiété. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a une illusion qu'on pense que qu'est-ce que nous, on écoute, c'est la vérité. Ou nous, on a la vérité de qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est pas logique. Alors, des fois, c'est juste d'aller trouver peut-être de l'information ou peut-être de mettre de côté les médias sociaux pour un petit moment donné, aller prendre une marche, aller relaxer au niveau de... Et dans un deuxième temps, est-ce qu'on peut le contrôler? Qu'est-ce qui se passe économiquement, présentement, en Amérique du Nord? Est-ce qu'on peut contrôler qu'on a eu 76 cm de neige en 4 jours? Non. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est notre réaction à ça. Est-ce que je vais crier que, oh mon Dieu, on a beaucoup de choses à pelleter, puis je ne peux pas me promener facilement dans les rues? Ou bien, qu'est-ce que je peux contrôler? Ma petite marche en avant, puis je vais commencer un petit peu à la fois, un petit peu à la fois, un petit peu à la fois. Que ce n'est pas une grosse montagne de neige, mais plutôt des petites pelletées pour au niveau de diminuer l'anxiété, mais en même temps, je ne peux pas le contrôler, la neige. Elle va tomber. Elle va s'accumuler. Alors, juste de focaliser sur ça, des fois, ça peut baisser cette anxiété-là pour l'individu. Alors, imaginez dans une équipe, on arrive le matin, puis, là, c'est rendu x10 que le monde est anxieux. Alors, c'est vraiment aussi d'avoir dans vos équipes, et peut-être au niveau des valeurs, comment on veut se comporter dans les équipes? Est-ce qu'on fait un check-in le matin, mais est-ce qu'on veut que ça soit plus positif peut-être le premier 10 minutes du matin? Juste focaliser sur quelque chose que notre équipe, nos connaissances, peu importe, versus, oh mon Dieu, sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? Puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis regarde, on ne peut pas le contrôler. J'aime ça comme idée. En fait, moi, je parlais avec des clients l'autre fois, puis je leur demandais, à part des impacts économiques pour leur entreprise, c'est quoi les impacts qu'ils voyaient de la situation. Puis ils me disaient que tous les employés, je parlais avec une directrice, puis elle me disait que tous ces employés passaient la voir pour lui exprimer leur anxiété, puis leur dire à quel point ils étaient nerveux, puis avec toutes les nouvelles, parce qu'on est bombardé de partout. Puis je lui ai posé la question, mais est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir en équipe puis d'en parler? Puis c'était comme, non. Fait que j'aime l'idée du check-in. J'aime beaucoup l'idée de commencer avec qu'est-ce qui s'est bien passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'est-ce qui va bien pour mettre le côté de gratitude puis de positif de l'avant. Mais je pense aussi que c'est une conversation à avoir en équipe. On vit tous ces situations-là différemment. En fait, en janvier, à l'épisode de janvier, je rencontrais Catherine Lachance qui est venue nous parler des différences générationnelles. Puis on parlait de la génération Z qui commence à rentrer sur le marché du travail. Puis on parlait de comment ils sont éco-anxieux. J'avais jamais compris ça avant. Là, maintenant, je sens moi aussi mon niveau d'anxiété fois 1000 à cause de ce qui se passe. Mais je trouve que d'en parler avec des gens, ça fait du bien. Ça nous permet de partager, de voir qu'on n'est pas seul dans cette anxiété-là. Je pense que aussi, en même temps, il faut faire attention que ça ne dégénère pas. C'est pas une rencontre, comme on dit au Québec, pour casser du sucre. C'est pas ça le but. C'est une rencontre pour identifier, peut-être pour parler de qu'est-ce qui nous rend anxieux, mais d'être capable après d'identifier sur quoi est-ce qu'on peut réellement prendre action.
Donc, c'est ça que tu disais, Anne, de qu'est-ce qu'on peut contrôler, plus non. Okay. Dans les deux cas, j'ai dit plus ici, mais en effet, on ne veut pas passer à côté de la... Si l'équipe est anxieuse, il faut en parler, absolument. Et d'avoir, comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut le contrôler? C'est quoi les actions concrètes qu'on peut faire en tant qu'organisation, en tant que notre équipe et individuellement? Absolument, à 100%. Caroline, voulais-tu ajouter quelque chose? Parce que c'est ça que de plus en plus, on doit viser des leaders qui sont empathiques. Parce que, tu sais, il y avait un temps où ce qu'on cherchait souvent dans des leaders, c'était ceux qui pouvaient trouver des solutions, qui pouvaient prendre des décisions. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de ça, mais de plus en plus, à cause que le monde devient de plus en plus fragile, ça prend des leaders qui sont vraiment baignés dans l'empathie, qui ont une intelligence émotionnelle assez élevée, puis sont capables d'eux-mêmes de voir qu'ils sont anxieux, qu'ils ont des inquiétudes, mais ils sont capables de gérer ça parce que imagine si ton leader arrive puis qu'elle se sent tellement misérable ou anxieuse que là, ça se dévoile sur tout le monde. Ça aide pas. Ça aide pas. Alors, aussitôt que, comme tu disais, Véronica, on veut en parler, mais on ne veut pas rester dans l'incapacité. Mais il y a toujours cette tension à vivre et un bon leader est capable de les vivre, ces tensions-là, et de dire, on va essayer quelque chose. Et même là, j'ai eu des conversations récemment aussi avec des leaders qui sont tellement habitués à avoir toutes les informations. Et tu vois, on a été appris à l'université des cadres de pensée. Hein? Tu as comme des boîtes à remplir. Et une fois que tu as rempli les boîtes, tu prends une décision. Mais là, il faut vraiment passer à d'autres choses. Il faut aller vers un modèle qui est plus émergent, qui n'est pas directif. Puis ça, c'est déjà, même il faut aller vers les institutions scolaires pour voir qu'est-ce qu'on met en apprentissage. Avant que tu passes au modèle émergent, Caroline, tu parlais du leader empathique. Moi, j'avais ajouté que ça nous prend des leaders aujourd'hui qui ont de l'humilité aussi. Ah oui. Parce qu'on est habitué que nos leaders ont les réponses, qu'ils savaient tout, que comme vous avez dit tantôt, le vieux leader de l'ancien temps. Là, aujourd'hui, on vient de le dire, il n'y a personne qui a la réponse. Fait que puis moi, quand je parle d'excellence opérationnelle dans les organisations qui démarrent dans cette approche-là, je leur dis toujours, allez-y avec humilité. On n'a pas les réponses, mais on va apprendre ensemble. On va tester, on va voir qu'est-ce qui fonctionne, on va l'améliorer. Si ça ne fonctionne pas, on va essayer quelque chose d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'empathie et l'humilité sont essentielles pour que les gens sentent qu'ils peuvent vraiment participer dans ces conversations-là et qu'ils peuvent faire partie de la solution. Oui, mais ça, c'est un shift de culture aussi. Hein? On n'a pas encore vraiment parlé de tout ce qui est la culture organisationnelle, mais tous ces composants dont on discute, c'est ça qui fait que c'est une culture qui est capable ou d'adapter ou non. Parce que la culture, c'est le ADN de l'organisation. Hein? C'est les valeurs, les processus, la façon de voir l'organisation, le monde, nos méthodes, nos pratiques. Et des fois, même si le leader a une certaine façon de penser, mais que l'organisation est encore ancrée dans des méthodes un peu anciennes ou dans une culture qui est trop rigide, même ce leader va avoir de la misère à être capable d'aller de l'avant parce que, encore une fois, il faut penser que tout est un système. Hein? Il n'y a pas juste un point qui ne touche pas à un autre. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est ça qui est la complexité, parce que même on dit qu'OK, on a passé de VICA à BANI, mais la réalité, c'est que des fois, on a besoin de marier les deux ensemble parce qu'on doit encore essayer de trouver des approches un peu systématiques avec toute cette adaptivité. Mais alors, ça veut dire que la culture organisationnelle, on doit porter attention aussi. Oui. Puis ça, c'est un peu plus compliqué que juste les leaders. Hein. Les leaders, c'est une partie, c'est sûr, de la culture, mais il y a d'autres composantes là-dedans aussi.
Je pense qu'on pourrait faire un épisode au complet seulement sur la culture, hein? C'est pas pour rien que Peter Drucker a dit Culture Eats Strategy for Breakfast. C'est pas pour rien. Alors, si on revient, tu commençais à parler, Caroline, de l'approche, j'ai perdu le mot, de l'approche émergente. Si on revient à cette approche-là, qu'est-ce que tu voulais dire par l'excellence? Alors, encore une fois, si on revient un peu au tout ce qui est la planification stratégique, dans le temps, tu sais, on avait la stratégie de Michael Porter qui était très ancrée dans nos façons de faire, très ancrée dans les MBA, dans toutes les écoles de gestion, qui était plus directive. Alors, tu fais tes recherches, peut-être tu fais ton SWOT, tu fais whatever tu as besoin de venir nourrir ta stratégie. Tu mets en effet des plans ont des dates et des actions. Ça a l'air très beau, puis ça se fait comme très, c'était bien encadré, mais la réalité, c'est que le monde n'est pas encadré, le monde n'est pas prédicible. Alors, là, c'est Mintzberg qui nous a parlé depuis longtemps des stratégies émergentes. Et le fait que c'est pas vrai qu'on peut avoir toutes les informations, qu'on peut prédire exactement quand on va réussir quelque chose, à quelle date et comment. Mais c'est pas à dire qu'on peut pas faire des stratégies, mais on va les faire d'une façon un peu différente. Ça veut dire qu'on va avoir peut-être des carrés de sable, puis on va dire, OK, cette année, on veut se viser vers X, Y et Z. Alors, mais il peut y avoir 5 chemins pour y arriver, puis on reste ouvert à l'idée qu'il n'y a pas une route seulement qui va nous prendre vers cette vision ou cet objectif. Mais là encore, ça revient que ça prend du monde qui ont une pensée adaptive et agile. Alors, tu ne peux pas avoir une stratégie émergente avec une pensée qui est directive et rigide. Ça ne va pas marcher. Même s'ils vont l'essayer, puis ils vont dire, oh oui, ça a l'air cool, on va faire ça, une stratégie émergente, mais on est encore ancré dans une pensée rigide, ça ne va pas marcher. Alors oui, si on veut essayer des stratégies émergentes, il faut premièrement travailler notre façon d'être et notre façon de penser. Alors, ça marche main en main. Juste comme, imagine dans une organisation qui est très agile, très adaptive, puis on essaye de leur dire de faire une stratégie très directive. Ils ne vont pas être capables. Ils vont se sentir trop maniés, ils vont se sentir trop restreints. Oui, tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit développer comme compétence dans une organisation pour être capable d'aller vers une stratégie émergente? Premièrement, on doit être dans le fait qu'il n'y a pas tout qui va réussir. Puis ça, déjà, c'est une grande différence de pensée. Il y a une expression en anglais où Agile organizations fail fast. Oui, je sais que tu la connais, celle-là. Puis le fail fast, ça veut dire qu'on est en position de prendre des risques, d'essayer des choses, puis la minute que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On apprend d'eux, puis on passe à d'autres choses. J'ai écouté, j'ai eu la chance de voir Alberto Savoia, qui est un ex-Google en innovation, dans une conférence. Il a écrit un livre sur l'innovation. Et lui, il dit « fail often, fail fast and fail cheap ». Cheap. Donc, il faut arriver à tester et à échouer rapidement, à tester et échouer régulièrement. Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Parce que sinon, c'est beaucoup d'argent. Si on fail, mais ça coûte beaucoup d'argent à chaque fois. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Fail often, fail fast, fail cheap. Puis ça veut dire qu'on fait des itérations. Et si on regarde dans le monde agile ou de Lean, on sait qu'on dit que ce n'est pas vrai qu'on doit mettre en place des grandes solutions ou dans l'ancien temps, on parlait des Big Bang. T'sais? Là, ce n'est pas des Big Bang. Il faut faire des petites itérations. Alors, on va tester quelque chose, que ce soit un pilote ou quelque chose. Alors, comme tu dis, Véronica, il ne faut pas que ça soit trop cher. Et aussi, il faut que ça soit
quelque chose donc on peut revenir, tu sais, parce que si c'est un test que c'est ça toujours le risk management, hein, c'est comme, est-ce qu'on est capable de tolérer ce risque? Puis il y a différentes façons de tester ça, mais si on prend jamais de risque, puis on teste pas les choses, moi, je dis que ces organisations-là, on va voir dans 5 ans, peut-être, ils vont même plus être ici. On peut être capable de résister ce monde-là. Oui. Mais je pense que la version au risque ou être capable d'évaluer le risque et de quand même prendre une décision qui contient du risque, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut se tourner, comme on a vu pendant la pandémie, des organisations qui avaient tout l'équipement pour fabriquer du gin ou des alcools forts, qui ont dit, ben, c'est quoi, on va faire autre chose, nos équipements sont là, on a tout ce qu'on a besoin, on va gérer des nouveaux ingrédients, des nouvelles bouteilles, on va faire d'autres choses. Donc, puis, OK, c'est peut-être pas un risque énorme parce qu'il n'y avait pas d'équipement à aller chercher, mais il y avait quand même des nouveaux fournisseurs à aller chercher, du nouveau matériel à aller chercher qui ne fait pas partie de leur carnet normal. Donc, il y a quand même un risque impliqué là-dedans. Puis, on ne savait pas non plus combien de temps c'était pour durer, pour combien de temps on achetait de stock. Fait qu'il y avait quand même des risques financiers dans ce virement-là. Mais si on n'est pas capable d'évaluer nos risques et de continuer à avancer en sachant qu'il y a un risque, mais qu'on est prêt à le prendre, je pense, c'est ce qui nous empêche de pivoter. De dire, OK, ça, c'est la situation d'aujourd'hui, j'ai besoin d'aller là, ben je vais aller là. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est sûr que la stratégie émergente, on peut pas la capter non plus. On peut pas voir qu'est-ce que le marché nous offre qui faisait pas partie de notre réflexion initiale, mais qui pourrait nous amener quelque chose d'intéressant pour l'organisation. Et ça prend toute une culture. On travaille avec des entreprises où ils étaient peut-être plus conservateurs, ils ne veulent pas prendre des risques, etc. Et dans le monde où on vit maintenant, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut être capable de prendre des risques, avoir ces stratégies émergentes-là et tout ça. Alors, tout ça dans cette transition-là d'embaucher des gens qui le sont plus, être capable de prendre ces risques-là, d'être collaborateur, d'être à l'aise à tester, piloter des choses, et qu'il y a encore des gens qui sont là depuis 30 ans, puis oh non, 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 la comptabilité, on ne peut pas faire ça, ou peu importe. Alors, il y a des transitions qui se passent dans les organisations maintenant, où pour arriver à être capable d'avoir cette pensée critique-là aussi, d'être capable de prendre les risques, d'être capable d'avoir cette, en anglais, c'est psychological safety. Oui, sécurité psychologique. Sécurité, c'est exactement, alors que de ne pas avoir peur de dire les vraies choses, de ne pas avoir peur je vais lancer une idée, peut-être mon idée n'était pas parfaite, mais peut-être que Caroline, oh, attends une minute, si on prenait ça et on faisait ça comme ça. Alors, les idées, là, ça éblouit par des choses qui n'ont pas de bon sens à des choses que, oh, c'est peut-être possible, prenons le risque. Alors, c'est tout un shift. Alors, les entreprises maintenant qui sont en train d'embaucher ici, puis là, c'est tout un clash. C'est quoi cette transition-là pour arriver? Mais il faut y arriver vite, là. Oui, donc, il faut aider les gens qui sont dans l'organisation depuis longtemps à voir ce besoin-là puis à s'intégrer dans cette transformation-là aussi. Mais comme tu dis, il faut aussi aller chercher des nouvelles compétences pour amener une compétence déjà présente parce qu'on ne peut pas nécessairement attendre que tout le monde fasse ce shift. On ne peut pas attendre que tout le monde l'ait appris. Et en lien avec la sécurité psychologique, l'an dernier, on a fait un épisode avec 2 spécialistes de la sécurité psychologique. Je vous invite à aller le voir. Elles nous ont vraiment expliqué en fond et en large qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans les organisations pour qu'il y ait cette sécurité psychologique. Et en fait, aujourd'hui, toute la littérature le dit, on ne peut pas avoir des organisations agiles, innovantes et où il y a de l'excellence opérationnelle s'il n'y a pas de sécurité psychologique. C'est impossible. 100%. Madame Marchak qui nous met un commentaire ici. L'élaboration de la stratégie doit également tenir compte de la contribution des employés qui doivent être soutenus et alignés sur les engagements et les actions. Absolument. Ça, c'est sûr que nous, on est des grandes avocates de la co-création. C'est quelque chose qui va toujours se trouver dans nos méthodes, dans nos pratiques. Nous, on croit beaucoup à tout ce qui est l'implication de tous les voix.
Alors, déjà, c'est quelque chose qui est ancré dans nos façons de faire. Mais encore une fois, ça revient au niveau de l'ouverture des leaders. Et c'est pour ça que quand on parle d'évoluer vers ce modèle de Fanny, Banny, c'est que ça prend beaucoup de changements au niveau de l'humain. Ouais. C'est pas juste les systèmes, c'est pas juste les approches, c'est pas les modèles, c'est l'humain qui doit être en mesure de voir que la réalité a changé. Nous, comme êtres humains, on continue à évoluer. Alors, si moi, comme leader, je ne suis pas capable d'arriver à dire que c'est la contribution des autres qui va faire la différence, on va se trouver, comme je dis, je pense peut-être avec les dinosaures. Tu sais. Nous, on suit depuis un bout de temps, c'est terrible, je ne sais pas comment dire son nom de famille, mais Nadia, elle vient du monde de la réinvention et elle nous dit que tous les statistiques nous montrent que dans un ancien temps, les organisations avaient une période de 3 à 5 ans pour se réinventer ou pour changer. Là, on voit que ces cycles-là ont rapetissé de 12 à 18 mois. Ça, c'est très vite. C'est trop vite. Ouais. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas pallier à ce niveau de changement si on n'est pas tous ensemble, si on n'est pas en mesure de co-créer et de vraiment utiliser la puissance de l'intelligence collective. Oui, la seule manière d'être capable de répondre à des changements qui sont si rapides et si fréquents, c'est si on le fait en équipe. Là, je pense au fameux dicton africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, ça s'applique. On doit aller ensemble parce que sinon, on va toujours être à un petit changement près, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment qu'on soit capable d'aborder différentes choses à différents niveaux rapidement, d'une manière agile, mais aussi d'une manière efficace et efficiente pour être capable de passer par-dessus les enjeux qui nous ralentissent au quotidien. Et c'est un aspect aussi, il y a les leaders qui sont « il faut agir vite, 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 puis ben, j'ai des réponses, puis c'est comme ça, on s'en va là, puis faites-le comme ça. » Et on leur dit « on va prendre un pas en arrière, on va ralentir un petit peu. Impliquer les gens dans le processus. Ah ben, ça ne va pas aller assez vite. » Et quand on pense à travers le processus avec eux, par exemple, si on est en train d'aider pour le niveau de la création de leur vision, la mission, les valeurs organisationnelles, ah ben c'est donc bien long. Et quand on arrive au bout que ça c'est tout fait, et au niveau de les processus, puis comment on prend c'est quoi l'autorité ici? Puis est-ce que je peux prendre une décision de 1 000 $ qui va sauver un contrat d'1 million? Par exemple, alors qu'on s'est arrêté et on a vu l'ensemble de l'organisation, on s'en va là, qu'est-ce qu'on a de besoin? Puis comment on va se comporter ensemble, justement, pour embarquer dans le bateau, qu'on s'en va à la même place et qu'on va y arriver plus vite parce qu'on a pris le temps de bien fonder cette façon de faire. Ouais. Parce que c'est tout un shift. Oui, puis moi, ça, je le vois beaucoup dans la gestion des opérations. Puis j'appelle ces leaders-là des leaders pompiers. Oui. Sur le prochain feu. Mais en fait, je pense que c'est là aussi le lien avec la stratégie émergente est super intéressante, c'est que quand on a déployé une stratégie dans l'organisation et que tous les employés sont au courant de où on veut s'en aller, c'est beaucoup plus simple pour eux et pour les leaders pompiers de dire ce feu-là qui vient d'être allumé, est-ce que j'ai besoin de m'en occuper? Est-ce que c'est un feu tellement important que je dois m'en occuper maintenant parce qu'il y a un impact direct sur notre stratégie? Ou est-ce que c'est un feu que c'est un petit feu finalement, c'est pas si gros, puis il n'y a tellement pas d'oxygène alentour qu'il va s'étouffer tout seul, donc je peux mettre mon énergie sur quelque chose d'autre. Là où je fais le lien avec la stratégie émergente, j'ai pas lu encore le livre de Nadia, mais on pourrait mettre dans le chat tantôt, on pourrait mettre le lien vers son livre et avec son nom de famille. Oui. J'ai pas lu son livre, sauf que j'avais lu l'article de Mintzberg qui parlait de ça. Et ce que je trouvais intéressant de la stratégie émergente, c'est qu'il ne dit pas de ne pas faire une stratégie. Au contraire, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une ligne directrice
de qu'est-ce qui est important pour nous comme organisation et où on veut s'en aller. Par contre, ce qu'il suggère, c'est que dans le parcours, dans le déploiement de cette stratégie ou l'exécution de cette stratégie-là, il se peut qu'il y a des éléments qu'on avait ciblés au début de l'année ou même il y a 18 mois, parce que notre stratégie, elle n'est pas courte, qu'aujourd'hui ne tiennent plus la route. Donc, il faut accepter de laisser tomber certains éléments de la stratégie et c'est là qu'on peut commencer à regarder mais qu'est-ce qui se passe sur le marché qui pourrait être des nouvelles choses qu'on inclut à notre stratégie parce qu'il y a une certaine adéquation avec qui nous on est, avec qu'est-ce qu'on fait puis avec qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça aussi, au niveau des opérations, ça peut avoir un impact sur quel feu que les gens décident de travailler. Exact. Et cette, je sais pas, on peut dire maladie de pompier, encore une fois, si la culture récompense ce comportement, c'est sûr qu'on va continuer à agir comme ça. Alors, ça revient aussi à la culture. Parce que si on dit « Ah, bravo, tu as éteint le feu », même si tu as brisé 30 autres choses, mais nous, on vise juste le feu, c'est le comportement qui va être renforcé. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on dit que ne faut pas juste regarder une chose. Alors, même la stratégie, à ton point, Véronica, ça fait quoi à ça? Alors, même si je me mise ici, y a-t-il vraiment un impact ou une valeur? Mais encore une fois, si dans l'organisation, toi, ton leader, il valorise que tu as éteint le feu, mais ils ne vont pas poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a eu un autre impact au fait que tu as éteint ce feu? Peut-être que tu as laissé aller 2 autres priorités qui étaient plus importantes que ce feu. Alors ça, c'est la pensée critique aussi, que souvent, elle est manquante. Oui, très. Okay? Et ça, encore une fois, c'est parce que peut-être notre stratégie était trop ancrée et directive. Mais là, il y a des choses qui ont changé. Peut-être qu'au mois de mars ou je ne sais pas où, qu'on a fait la stratégie, ça, c'était la vérité. Mais là, on est rendu à septembre, puis il y a une autre réalité. Mais si tu es toujours en train de regarder en arrière et pas en avant, tu vas récompenser potentiellement les mauvaises actions. Tout à fait. On a une question de Marcha. Que suggérez-vous lorsque les valeurs ne correspondent pas à ce qui est requis pour l'excellence et qu'il y a une résistance au changement de la part de la direction? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, cette question-là, parce que ça arrive souvent. Oui. Et il y a des « come to Jesus », des conversations importantes à avoir. Oui. Et d'avoir cette ouverture-là, d'avoir cette conversation-là avec les membres de la direction ou une personne qui fait toutes les décisions et de passer à travers où on est maintenant, où voulez-vous aller et comment pensez-vous que ça va fonctionner de la façon, je ne le dirais pas directement comme ça, il faut avoir quand même avoir un côté, mais qu'est-ce qu'on fait présentement est la bonne stratégie pour où vous voulez aller? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on pourrait faire ça différemment? Alors, de vraiment les faire penser, réfléchir, parce qu'ils n'ont pas été éduqués, leur expérience n'est pas dans la direction de cette façon-là émergente. Ils ne sont pas habitués à ça. Alors, c'est vraiment de les éduquer dans un sens, mais de les faire voir de leurs yeux aussi dans l'organisation. Ils veulent réussir. Si on continue comme ça, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'on va avoir du succès? De le faire, puis d'attendre pour toute la data, pas prendre des risques, puis là, on peut revenir sur la pandémie. Comment on a réagi pendant la pandémie? Est-ce qu'on veut revivre ce genre de situation-là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Même de prendre un exemple, comme on parlait, de qu'est-ce qui vient de se passer, puis c'était pas bon. Qu'est-ce qu'on ferait de différent? Est-ce que de miser sur la priorité versus le feu qui va s'éteindre par soi-même? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est vraiment de les éduquer, de voir, ils veulent avoir de succès, c'est sûr, mais comment impliquer plus de monde, plus de cerveau pour qu'on s'en va dans cette direction-là. C'est tout un changement. Caroline, as-tu quelque chose à ajouter?
Justement, hier, je parlais avec quelqu'un qui me demandait une stratégie pour essayer d'impacter ses leaders à elle. Et on parlait, c'est un peu les mêmes stratégies qu'on utilise souvent dans la transformation. On dit, c'est qui les centres d'influence? Alors, souvent, même dans une équipe de direction, tu vas trouver une ou deux personnes qui ont plus cette ouverture ou qui sont déjà un peu plus dans la pensée dont on veut adhérer. Alors, on appelle ça les champions du changement, les ambassadeurs de changement. Alors, il faut aller trouver ce monde-là. Puis oui, en même temps que tu veux faire de l'éducation, parce que c'est sûr que souvent, il faut les remettre en question. Il faut les pousser un peu à la réflexion, mais de l'autre côté, on travaille aussi avec nos centres d'influence, avec nos ambassadeurs de changement, et d'essayer de commencer à propager des petites choses dans l'organisation qui aident à valoriser un changement. Alors, la même chose qu'on disait avant, c'est que faut prendre des petits, pas risques, mais des petites avancées. Alors, c'est quoi qu'on peut essayer? C'est quoi qu'on peut faire? Alors, même si on ne va pas leur demander de tout changer d'ici demain, qu'est-ce qu'ils sont prêts à tester? Oui. Je trouve que c'est une question super intéressante, puis c'est vrai que ça arrive que c'est la haute direction qui résiste, qui ne veut pas. Pour ma part, je vais souvent essayer de trouver les champions du changement, c'est essentiel. Essayer de trouver un tout petit projet qu'on pourrait faire avec leur équipe pour leur montrer qu'est-ce que ça pourrait donner. Par contre, pour moi, s'il n'y a pas d'ouverture d'esprit, même si on me dit non, on ne veut pas, on ne pense pas, mais il y a une petite curiosité, il y a une petite ouverture d'esprit de dire je ne pense pas, mais je suis prêt à l'essayer. Oui. Si ça, c'est là, pour moi, c'est bon, on peut essayer de faire quelque chose. Mais s'il n'y a aucune ouverture d'esprit, puis c'est complètement fermé, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour des organisations comme ça. Oui. Impossible. Et ça, c'est le débat souvent dans tout ce qui est le domaine de la transformation. Souvent, on se fait demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est capable de faire arriver des changements si les leaders ne sont pas on board? La réponse, je dis souvent, c'est oui et non, mais je mise plus sur le non. Parce que si on est encore dans une organisation où le pouvoir est très hiérarchique et eux, ils ne sont pas engagés, même si on est capable de faire venir des petits changements dans d'autres parties de l'organisation, ils vont toujours bloquer. Oui. Alors, autant que j'aimerais bien croire qu'on peut faire venir le changement du bas en haut, ça prend quand même déjà une culture qui est un peu visée comme ça, mais dans une culture où que c'est très hiérarchique, je dirais que plus que non, parce qu'ils vont bloquer. Même si on fait venir des petites choses d'ici, à un moment donné, ils vont être encore, ils vont... Ouais. Il y a une limite qui est plus facile à atteindre si la haute direction ne veut pas du tout embarquer, parce que tout ce qu'on va pouvoir faire dans le bas de l'échelle, à un moment donné, on va se confronter à des non tout le temps. Donc oui, il y a des cas où on a pu voir des changements qui se sont opérationnalisés par le bas, puis qui ont aidé certaines équipes de leadership à changer et à commencer à avoir des bonnes choses qui pouvaient se faire. Mais l'idéal, c'est de vraiment avoir une équipe de gestion qui veut, elle, cascader des trucs vers le bas, puis une équipe en bas qui, elle aussi, veut pousser des trucs vers le haut. Comme ça, on dit tout le temps, on se rejoint dans le milieu. Pas une équipe ou l'autre qui a à faire tout l'effort, on se rejoint dans le milieu, dans les efforts, c'est un peu plus simple. Mais c'est pas facile à opérer non plus. On a parlé du monde Fanny, on a parlé de gérer l'anxiété et de déterminer notre zone d'influence où on peut vraiment prendre action. On a parlé de la stratégie émergente. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'aujourd'hui, on pourrait dire aux entreprises, aux entrepreneurs, regardez cette approche-là ou regardez ceci? Ouais, c'est une bonne question. Justement, on disait, dans des conditions souvent économiques qui sont un peu sévères, la première chose que souvent les organisations vont couper, c'est l'apprentissage, le développement. Puis ça, c'est la pire des choses. La pire des choses à faire. Parce que quand on est dans une situation où on est anxieux, il y a beaucoup de changements qui sont connus, pas connus, et encore, c'est un monde en mouvement.
Puis là, qu'on dit, non, non, on veut économiser, on ne veut pas investir et on va tout couper. Mais au même temps qu'on est anxieux, si on n'est pas en apprentissage, on n'est pas en capacité de développer nos compétences, on se met en recul. Mais c'est tellement, et justement, on parlait de ça, ça fait pas longtemps, que c'est souvent la première chose qu'ils veulent couper ou ils vont mettre sur la glace. Mais c'est pas avisé. Parce qu'une fois que les conditions se ramènent à positives ou que tout est bon, vous voulez du monde qui sont équipés, qui sont capables, qui ont géré à travers avec des solutions positives. Alors, je sais pas, c'est quelque chose qui est depuis longtemps, on a vu ça, que tu sais, souvent, n'importe quoi qui est un peu un down dans l'économie, on coupe tout ce qui est centré l'humain. Hein? Alors, qu'on pense qu'on va juste essayer de, tu sais, de miser les ventes. Oui, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que tout ça va passer. C'est cyclable. Alors, il ne faut pas retourner dans tout ce qui est la peur et de tout arrêter. Pour moi, c'est la pire des choses. Mais ça me fait penser dans les principes de résilience et de comment les organisations peuvent être résilientes. Justement, il y a 3 équipes de travail qui s'opèrent. Il y a l'équipe, puis ça c'est très général comme équipe, mais c'est l'équipe qui, son rôle, c'est d'anticiper les problèmes, d'anticiper les risques et de prévenir l'organisation. On voit qu'il y a ça qui se passe, on pourrait peut-être commencer à prendre certaines actions. Il y a l'équipe qui doit gérer la crise, qui est sortie de son rôle généralement, puis que son rôle, c'est de gérer la situation actuelle. Et il y a l'équipe qui est en train de planifier et de prévoir comment on va être après la crise et qu'est-ce qu'on veut après la crise. Donc, le fait d'utiliser la notion de dire il faut continuer à apprendre, c'est aussi ce qui nous permet de préparer qu'est-ce qu'on va vouloir faire après comme résultat. Mais aussi, moi, ce que je vois beaucoup, c'est on a été très résilient pendant la crise. On s'est relevé, résilient, c'est se relever rapidement. On a transformé nos processus pour être capable de répondre à la situation d'aujourd'hui. La crise est finie et on a tout laissé de côté, puis on revient à nos anciens processus. C'est la mauvaise chose. On a acquis une expérience incroyable pendant cette crise-là. Le mieux à faire, c'est de revoir les processus qu'on a changés pour répondre à la crise et de voir est-ce que ça aurait du sens que le processus soit changé d'une manière permanente s'il nous a permis de répondre à une crise. Mais pourquoi ça ne serait pas notre processus normal tout le temps? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a appris de ce changement-là qui pourraient nous servir pour éviter d'autres situations dans le futur? Donc, oui, je sais que quand on est dans la crise, on est fatigué, on a juste hâte qu'elle finisse, mais c'est important aussi, après la crise, de prendre du temps, de repenser à ce qui est arrivé en équipe, encore une fois, de partager les apprentissages, de partager les changements qu'on a fait pour répondre et d'évaluer qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut modifier pour qu'on soit encore plus fort après. Et de le capter, de ne pas l'oublier. Parce que déjà, on a oublié des choses de la COVID, là, en 2020. On a oublié des choses, la résilience, plein de choses. Et on était au bureau 5 jours semaine, puis là, on n'est pas au bureau, puis là, on est au bureau peut-être une journée, 2 jours. Puis là, c'est le push par certaines entreprises d'être là 5 jours. Qu'est-ce qu'on a appris dans tout ça? Et de capter ces apprentissages-là et comment on veut être dans le futur. Et que ce n'est pas juste une question de nostalgie par les hauts placés de dire « Ah, je veux tout le monde au bureau parce que je les vois travailler. » Non. Alors, mais de capter et de ne pas mettre de côté l'aspect planifié pour le futur. Oui, tu es dans la crise, il y a une équipe là, il y a une équipe. Mais là, de continuer, qu'est-ce qu'on fait de bien, puis, ou qu'est-ce qu'on a de besoin pour le futur qu'on n'a pas maintenant? Oui. On doit peut-être développer ces compétences-là. Peut-être qu'on veut des gens qui sont plus au niveau de la pensée critique. Peut-être qu'on veut des gens qui sont capables de s'adapter rapidement. On va les trouver où, ces gens-là? Alors, de ne pas arrêter de développer, de penser au futur juste parce qu'on est dans une crise maintenant, et c'est une question de ressources, on s'entend bien, là, mais de ne pas arrêter, de toujours avoir cette pensée-là pour le futur, pour être prêt quand ça sera le temps, ou même avant.
Tout à fait. Une dernière question qui vient d'arriver sur le chat. Je voudrais qu'on y réponde, mais très rapidement, parce qu'après, on va passer à la conclusion de l'épisode. On demande, est-ce qu'on a déjà utilisé l'intelligence artificielle pour aligner les valeurs et les actions? Et en fait, est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle pour une activité comme celle-là? Ouais, justement, c'est un outil comme un autre outil. Ça prend toujours l'humain qui va être derrière ça, qui va discerner, qui va prendre quand même des décisions réflexives. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider? C'est sûr. Parce que même juste à faire la collecte des idées, ça peut être utile. Tu sais, on peut utiliser des différentes plateformes pour aller chercher beaucoup de voix. Parce que dans l'ancien temps, ça prenait quand même du temps pour aller peut-être faire des forums, pour aller faire des town halls. Mais là, c'est sûr qu'avec la technologie, on peut avoir des plateformes qui vont aller vite pour aller chercher tous les voix. Mais après ça, ça prend quand même l'humain qui va discerner l'information qui ressort de tout ça. On ne va pas permettre à l'intelligence artificielle de nous dire c'est quoi nos valeurs. Mais on peut l'utiliser pour l'input, le tri, l'analyse, mais tout ça avec encore l'humain qui va aller voir est-ce que ça a du sens. Alors, c'est sûr, c'est un outil. Ça peut être un bon outil. Oui, tout à fait. Il faut le voir comme un outil. Ça ne fera pas le travail et la réflexion à notre place, effectivement. Alors, il nous reste très peu de temps. Comme à l'habitude, je refais un petit retour sur les éléments que je retiens. Bien, premièrement, le monde de Fanny est complètement nouveau pour moi, ce concept-là. Donc, je viens d'apprendre qu'on vit aujourd'hui dans un nouveau monde qui voulait dire fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ces 4 termes-là aujourd'hui. Malheureusement, oui. Oui. Donc, en fait, je vais vous partager 4 points. Donc, le monde Fanny, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est d'apprendre à gérer l'anxiété par l'empathie, par l'humilité et par la discussion ensemble, mais tombez pas dans le problème de parler que des problèmes et de parler seulement de qu'est-ce qui cause l'anxiété. Mais il faut identifier où on peut prendre action, sur quelle partie de notre anxiété est-ce qu'on peut vraiment avoir un contrôle et comment minimiser l'impact des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Troisième stratégie émergente, donc de ne pas penser à notre stratégie organisationnelle comme étant une stratégie fixe, rigide, mais au contraire voir qu'est-ce que dans notre stratégie ne tient plus la route parce que le monde a changé et de ne pas avoir peur de l'écarter et de ne pas avoir peur non plus de regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché qui pourrait devenir des nouvelles stratégies ou des nouvelles idées à inclure dans notre stratégie. On va mettre le lien dans le chat sur le livre de Nadia. Et finalement, le dernier élément, continuer à apprendre. On ne peut pas arrêter d'apprendre. Il faut absolument continuer à apprendre. On comprend que les ressources sont limitées dans cette situation ici, mais il y a plein de manières d'apprendre. Puis une des choses que moi, j'adore d'une compagnie que j'avais entendu parler, ils ont mis en place un book club. Ça coûte pas si cher que ça, acheter des livres, mais juste d'avoir la conversation ensemble de qu'est-ce que j'ai lu, comment je l'ai compris, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. C'est une manière de continuer à apprendre sans bloquer l'apprentissage, mais qui nous permet au moins de continuer à stimuler notre cerveau dans l'apprentissage et dans la planification de qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Parce que comme tu dis, c'est pas que ça doit coûter beaucoup d'argent, mais c'est plus l'idée qu'on reste toujours en apprentissage. Exact. Anne-Caroline, merci énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs repartent avec des idées concrètes. Mais non, en fait, je sais qu'ils repartent avec des idées concrètes, de choses qu'ils peuvent mettre en action. Vous êtes tagués les deux sur l'épisode sur LinkedIn. Alors, si vous voulez les contacter, vous avez les moyens pour les contacter. Moi aussi, vous pouvez me contacter si vous voulez continuer à en parler ou si vous avez des idées ou vous voulez avoir de l'aide pour mettre certaines de ces choses-là en place. Ça va nous faire plaisir de collaborer. Alors, sur ce, je vous laisse avec l'introduction du prochain épisode dans un mois. Merci encore d'avoir été là. Et à tous nos auditeurs, je vous souhaite un peu de paix, un peu de calme dans la tempête. Et n'oubliez pas qu'après les tempêtes, le soleil ressort. Donc, on va viser le soleil. C'est vrai, oui. Très bien dit. Merci beaucoup. Hein? Merci. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine.